Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. J'ai décollé mes doigts, Mesmer ne m'a pas hypnotisé. Et on va commenter l'actualité. C'est un petit peu redite cette semaine, mais il y a quand même des choses à dire, en particulier notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Les Français plutôt satisfaits de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Non, Frédéric Dabi n'a pas été hypnotisé. On va y revenir dans un instant. Complément d'enquête sur Jordan Bardella. Qu'en avez-vous pensé et que pensez-vous de cette diffusion quand même à quelques mois des européennes? Est-ce qu'ils feront des portraits de tous les candidats? Ce serait intéressant de le savoir. Emmanuel Macron avec Rachida Dati hier. Et puis on peut revenir sur la tenue unique à l'école avec Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. On va parler des agriculteurs avec vous. Ça fait partie des sujets que nous allons développer. Il y a des routes qui sont bloquées dans le sud-ouest ce matin. Et ben justement, on va en parler. C'est un gros sujet. Nos auditeurs sont très demandeurs de ce sujet. Alex Darmon, vous êtes journaliste politique. Votre chaîne Les Indécis est sur YouTube, chaîne de débat politique, et vous avez réalisé le documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, un portrait d'Éric Dupond-Moretti qui a très bien marché sur France 5 dimanche soir dernier. Ouais, c'était super. On est très contents. Plus de 500 000 téléspectateurs et beaucoup de replays que vous pouvez découvrir sur la plateforme de France Télé. Absolument, j'allais le dire. Allez sur la plateforme de France Télé si vous voulez connaître. Je dirais, c'est pas tellement un portrait du ministre, c'est plus le devenir d'un ministre, un avocat qui ne devait pas être ministre et qui ne voulait pas se conformer au code et qui finalement devient un politique. Pour le connaître un peu, c'est vraiment très fidèle. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis nous attendons Georges Kuzmanovic qui ne devrait pas tarder, président de République Souveraine. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Ça tombe bien, je voulais faire le même. Alex Darmon, hier. Oui, hier on était le 18 janvier 2024 et hier un bébé, le plus jeune otage israélien, Kfir Bibas, a fêté ses 1 an en étant détenu dans la bande de Gaza. Alors on dit en étant détenu, on sait même pas si, oui, parce qu'à un moment on a dit qu'il avait été tué avec sa mère, avec ses parents et son frère. Mais on sait même pas. Mais nous on va parler de lui au présent parce qu'hier Kfir il a eu 1 an. Vous avez vu sur tous les réseaux sociaux, dans les médias israéliens, cette couleur orange qui ressortait un peu partout, avec des cœurs orange qui ressortaient. Référence à sa couleur de cheveux. Sa couleur de cheveux, parce qu'il fait un petit garçon roux, comme son frère d'ailleurs, Ariel, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a seulement 4 ans. Qui pareil est détenu dans la bande de Gaza avec leur maman Shir qu'on avait vu, Shir Bibas qu'on avait vu avec ses enfants en train de les protéger des images horribles. Et bref, voilà, moi je voulais avoir cette pensée ce matin pour lui, pour sa famille, pour son père, pour sa mère, pour tous les otages. Ce qui ne veut dire qu'on ne pense pas non plus, qu'on se pense aussi, aux enfants palestiniens, bien évidemment, parce qu'à chaque fois on reçoit ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites pour les enfants palestiniens? Mais pareil, en fait. Rien ne justifie la guerre, et rien ne justifie l'horreur, et rien ne justifie quand vous avez même pas 1 an. Ou en tout cas 1 an depuis hier, d'être retenu dans la bande de Gaza contre votre gré. Voilà. Non, et il a un visage, il a un nom, donc c'est vrai que c'est plus facile de lui rendre hommage, mais on pense effectivement à tous ces enfants qui, dans ce conflit, ont perdu la vie et payent cette guerre abominable. Jean-Philippe, c'est un coup de gueule? Oui, en fait, je suis assez déçu, frappé sur une évolution assez malsaine qui va de plus en plus aller toucher les gens, notamment les élus, au travers de leur vie privée ou de la vie privée de leur famille. On a eu assez récemment plusieurs exemples. La ministre, Madame Oudéa Castéra, où on vient chercher sur le choix éducatif, qu'elle choisisse le public, le privé. À la limite, la question n'est pas là. Est-ce que c'est une bonne ministre? Est-ce qu'elle fait le job? Le choix éducatif pour ses enfants, c'est un choix personnel. Alors, elle a commis l'erreur de rentrer dans la polémique, de chercher à se défendre, de répondre maladroitement en mettant en cause l'école publique, et l'erreur est là. Mais à la base, on est venu l'attaquer sur un choix qui est un choix totalement privé. On a l'exemple avec Monsieur Corbière et Madame Garrido, qui aujourd'hui sont traînés dans la boue sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont une fille radicalisée, en rupture depuis des années avec son adolescence, qui a tenu des propos antisémites, des propos d'incitation à la haine, qui
qui se retrouvent, et c'est bien normal, à être convoqués, probablement à être jugés. La réalité, c'est qu'on vient mettre en cause les parents. On a eu le même sujet il y a quelques mois avec Madame Morano, Monsieur Zemmour. On se rend compte que de plus en plus, pour chercher à atteindre des personnalités publiques ou politiques, on s'en prend à leur famille. Je trouve qu'il y a une déviance qui est extrêmement malsaine, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ces personnes publiques. Chacun, tous ceux qui ont des enfants, qui ont une famille, mesurent à quel point on peut avoir des enfants, on peut leur donner le meilleur. Mais il y a un moment où ils ne nous appartiennent plus. Il y a un moment où un enfant, quel que soit le cadre éducatif donné, peut être amené à dévier. Et les réseaux sociaux ont favorisé ça. On a aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont en roue libre totale, avec un certain nombre de faux comptes, de trolls. Alors, on peut se poser la question et faire le lien avec les faux comptes prêtés à Monsieur Bardella, mais avec des personnes qui, parfois, à visage découvert, vont aller chercher à créer ce type de polémique. D'autres qui, de manière beaucoup plus malsaine, parce que sournoise et cachée, vont chercher à les entretenir. Je pense qu'à un moment, on devrait avoir le courage de dire on arrête. Une personne publique, qu'elle soit élue, syndicaliste, on peut lui reprocher ce qu'elle fait pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle porte, mais il faut arrêter de chercher à démonter les gens en s'en prenant aux familles. Non, je suis d'accord avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Je peux témoigner, la politique, c'est extrêmement dur déjà pour les familles. Enfin, moi, j'ai une petite fille de 11 ans, je peux vous dire qu'en tant que député, quand j'étais député, c'était pas tous les jours facile quand elle allait à l'école. En plein crise des Gilets jaunes, je vous laisse imaginer un peu le contexte. Donc c'est vrai qu'attaquer la vie privée des politiques, c'est catastrophique, parce qu'en plus ça va décourager tout un tas de monde de s'engager en politique, parce que on s'engage en politique parce qu'on a des convictions, mais on n'engage pas notre famille en politique. On s'engage nous-mêmes, et effectivement on doit être jugé pour ce qu'on fait et ce qu'on dit, mais pas pour ce qu'on est. Et notre vie privée, pas sur les comportements de vos enfants. Pas plus que la vie privée de n'importe quelle autre personne, quoi. Oui, mais c'est pas nouveau non plus. J'ai souvenir. Non, mais le phénomène des réseaux sociaux le suramplifie. Bien sûr. Parce que la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, vous aviez les médias mainstream, entre guillemets, donc il y a une certaine forme de contrôle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une prolifération du big data. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est de la fake ou ce qui est vérifié. Il y a une multiplication de faux comptes. Enfin, on l'a vu, on l'a mesuré lors des dernières campagnes présidentielles, en France ou à l'étranger d'ailleurs, avec une institutionnalisation des faux comptes, et on mesure à quel point les réseaux sociaux en fait deviennent un énorme déversoir qui est totalement hors de contrôle. Mais je pense que c'est un vrai problème démocratique pour les élus, mais pour les syndicalistes, pour les personnes publiques, quelles qu'elles soient. Et au passage, dire que la réaction hier d'Alexis Corbière et Raquel Garrido sur les réseaux sociaux, pour le coup, très bien. a été très digne. Très digne, absolument. Donc, je trouve, je m'inscris complètement dans ce que vous dites. Moi aussi. Ça fait vraiment peur, parce qu'on nous répète souvent que les responsables politiques ne sont pas forcément les enfants de leurs parents. Et c'est vrai que dans l'autre sens, c'est aussi le cas. Merci de ne pas toucher aux enfants et aux familles plus globalement. Après, M. Rudea Castéra, c'est elle qui a donné le nom de son enfant et placé son fils. Elle a été extrêmement maladroite. Elle n'aurait pas dû répondre. Elle aurait dû assumer le fait d'avoir ses enfants dans le privé, comme Gabriel Attal avait assumé être allé à l'école alsacienne, et point barre. Elle n'a pas cherché à une justification quelconque. C'est son. Non, mais elle a cité le nom de son fils, donc c'est là aussi où elle est allée. Georges Kuzmanovic vient de nous rejoindre. Elle a été très maladroite du début à la fin. On a eu le même sujet avec Paris Ndiaye. En fait, elle a remis une pièce dans le jukebox. Jamais elle n'aurait dû faire. On a même mis remis deux. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, Léo Ardourel, bonjour. Bonjour à tous. Enfin le bout du tunnel pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Ils sont de nouveau autorisés à vendre leurs huîtres dès aujourd'hui, après la levée de l'interdiction en vigueur depuis le 27 décembre et les contaminations au norovirus. Les ostréiculteurs estiment que cette interdiction a engendré un manque à gagner de 5 millions d'euros pour la profession. De son côté, la préfecture a évalué à 36 millions d'euros les investissements nécessaires afin d'améliorer l'assainissement du bassin. Pendant ce temps, vers un mois sans pêche dans le golfe de Gascogne, elle sera interdite dès lundi jusqu'au 20 février pour éviter que des dauphins ne soient capturés accidentellement. Une décision radicale qui intervient après un long bras de fer entre les associations de défense de l'environnement, la filière pêche et le gouvernement face au nombre d'échouages qui a doublé entre 2016 et 2022. Les professionnels seront indemnisés par l'État, mais ils redoutent une casse sociale.
Dans l'actualité également, Emmanuel Macron présente aujourd'hui à Cherbourg ses vœux aux armées françaises, l'occasion pour lui de notamment réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine à l'approche des 2 ans du début de l'invasion russe. Dans ce contexte, l'OTAN va d'ailleurs organiser dès la semaine prochaine un exercice militaire d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. 90 000 militaires mobilisés pendant plusieurs mois. Quelques 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat prendront part à ces manœuvres. Gabriel Attal poursuit ses entretiens à Matignon après les Républicains, des syndicats et des organisations patronales. Le Premier ministre reçoit le patron du RN, Jordan Bardella, à la mi-journée. Le secrétaire général de Force ouvrière sera lui aussi reçu dans la journée. Un nouveau coup dur pour le secteur du prêt-à-porter. Pinky va fermer 74 magasins en France en 2024. Un plan social qui va entraîner la suppression de 372 postes, sachant que 23 boutiques de Pinky avaient déjà dû baisser le rideau en décembre dernier. Et puis Carlos Sainz remporte son 4e Dakar. Déception en revanche pour Sébastien Loeb qui termine 3e après avoir perdu plus d'1 heure hier lors de l'avant-dernière étape. En moto, c'est l'Américain Ricky Brabec qui s'est imposé. On notera aussi la belle performance d'Adrien Van Beveren qui termine 3e et monte pour la première fois sur le podium d'un Dakar. Très bonne journée à tous. Tout de suite les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Deauville aujourd'hui. Et oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Nous serons en nocturne ce soir à 20h15 dans la 7e épreuve pour le prix du volcan, support des paris à la carte sur 1400 mètres de la piste en sable fibré. Le 14 Territory War sera mon favori avec le 12 Racan, 7 Sahara Spring, 5 Petit Pedro, 16 Leoparduccio, 3 Pedrito, l'As Chaining Ocean et le 2 Zaya de la Plata. 14, 12, 7, 5, 16, 3, As et 2. En sélection du jour à Nantes, en Réunion 3, course 6, j'ai choisi pour vous le 10, Histoire joyeuse. Et en attendant, bon jeu à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Alex Darmon, journaliste politique. Je rappelle votre chaîne de débat politique sur YouTube, Les Indécis. Et vous avez également réalisé Le ministre qui ne devait pas l'être, un document consacré au ministre, au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qu'on peut toujours voir en replay sur le site de France5.tv. France 5 d'ailleurs, pas .tv. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour Georges. Bonjour. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Notre sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio qui nous apprend que les Français sont plutôt satisfaits de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Le complément d'enquête sur Jordan Bardella, Emmanuel Macron et Rachida Dati. Et puis les agriculteurs, on va en parler dans un instant avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Georges, vous aviez un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour... cette fois-ci, c'est un coup de cœur, c'est pour la lettre ouverte qui a été envoyée au Parlement européen par 34 prix Nobel et 1000 scientifiques, demandant, les enjoignant à adopter les nouvelles techniques génomiques, NGT. Ouais. Alors, c'est pas OGM, c'est différent. Pour faire simple, c'est l'accélération d'un processus historique, puisque le croisement des espèces végétales pour en tirer le meilleur. Sauf que le croisement naturel prend un temps très long, sur des dizaines d'années. Or, l'urgence climatique, rappelle-t-il, la chute de la biodiversité font que ils aimeraient avoir des autorisations pour accélérer les choses. Je prends un exemple, c'est celui des vignes. On a la Suisse qui a travaillé dessus depuis très longtemps. Elle a développé des vignes qui sont résistantes à quasiment toutes les maladies, sans ajout d'intrants chimiques. Ouais. Or là, ils ont peur, et ils ont peur de l'effet ciseau. D'un côté, des lobbies de la chimie qui aimeraient bien continuer à vendre tout un tas de trucs pour tuer tout un tas de bestioles, plutôt que d'avoir des plantes qui résistent. Et puis de l'autre côté, les hystériques soi-disant écologistes qui veulent rien entendre de scientifiques dans ce domaine. On sait les effets délétères qu'ils ont eus sur le nucléaire en Europe, puisque maintenant en Allemagne, ils sont beaucoup bagarrés pour arrêter le nucléaire, et on se retrouve avec des dizaines de centrales au charbon qui polluent abominablement. Donc voilà, beaucoup de scientifiques français, de prix Nobel français,
Et j'espère qu'ils auront gain de cause parce qu'on a un peu de retard sur ces recherches-là. Oui, c'est un sujet que je connais bien parce que je viens de passer 2 jours au Parlement européen sur ce sujet, à rencontrer une dizaine de députés avec les semenciers, les producteurs de semences français, c'est-à-dire c'est beaucoup de PME, de TPE qui produisent de la semence pour les agriculteurs, à destination des agriculteurs, et donc qui sont très favorable au développement de cette technique qui est à la base basée sur une méthode et d'ailleurs qui est la principale signataire de ce manifeste, enfin la première, qui est Emmanuelle Charpentier, qui est prix Nobel effectivement française, mais qui travaille dans une université américaine parce que voilà, elle a eu du mal à trouver des financements et c'est la méthode CRISP, c'est-à-dire la méthode des ciseaux. C'est une méthode effectivement qui accélère la sélection végétale, c'est-à-dire qui permet de gagner parfois une dizaine d'années pour adapter comme le disait Georges Kuzmanovic, pour adapter les variétés au changement climatique, pour faire en sorte que on n'ait plus besoin d'utiliser, que les plantes soient plus résistantes à un certain nombre de maladies et de pathologies. Et effectivement, il y a des jeux d'influence qui se font de façon très forte. Rencontré, je vous dis, une bonne dizaine de députés européens de tous bords hier et avant-hier. Je pense que ça va passer. C'est une proposition de la Commission européenne qui doit être validée par le Parlement et le vote en commission environnement est la semaine prochaine, le vote en plénière est à la fin du mois. Il y a bonne chance que ça passe, mais effectivement, les ONG s'agitent beaucoup pour expliquer que c'est des nouveaux OGM. Alors c'est faux. D'abord techniquement c'est totalement faux, mais c'est facile à comprendre. Ils nous ont déjà fait le coup sur les OGM en alertant sur des dangers inexistants d'ailleurs. Et là, si on rate ce virage-là, je peux vous dire que au niveau de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, c'est même plus la peine d'en parler au niveau européen. Voilà. Alors, si je peux me permettre, sur les OGM, et y compris sur l'NGT, ce qui compte aussi, c'est le contrôle public. Oui. C'est-à-dire qu'il y a parfois des problèmes avec les OGM. C'est-à-dire faire des semences qui ne se reproduisent pas, ça c'est vraiment pas naturel. Et ça peut... vraiment la mainmise du business sur le débat des OGM est clos, il n'y en aura pas en Europe, point final. Il y en a partout ailleurs, mais il n'y en aura pas en Europe. Donc soit... c'est une réflexion générale. Oui, tout à fait. Mais les OGM peuvent être très utiles. C'est complètement absurde de voir faire autre chose. Et par contre, là, on ne peut pas s'en passer, sinon on met une croix sur l'agriculture française et européenne. On va parler de l'agriculture avec vous dans un instant. Moi, je voulais faire un coup de gueule contre cette tribune dans Libération. Plus de 600 auteurs et acteurs culturels, j'ai envie de mettre des guillemets, qui rejettent la nomination de Sylvain Tesson, qui est quand même l'un des écrivains importants aujourd'hui, qui a publié de très nombreux livres sur des sujets très divers, qui est un aventurier, qui est quelqu'un d'assez atypique. Et donc, ces auteurs, ces 600 personnes dénoncent une normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelles et dans l'ensemble de la société. Donc, il avait été nommé ou désigné comme parrain de l'édition du Printemps des Poètes. C'est bien, ça leur fait de la pub. 9 au 24 mars. Et donc, 600 poètes, artistes, éditeurs, libraires ne veulent pas de cet homme qu'ils assimilent à l'extrême droite. Est-ce que là, on n'est pas dans le sectarisme le plus total? Ils vont interdire Rimbaud qui vendait des armes en Somalie? Oui. Ah si, c'est mal. Mais cette tribune est quand même... Non mais cette tribune et ils ont rien à faire, ces gens. Pour sortir des tribunes toutes les semaines, pour donner leur avis sur tous les sujets qui concernent de loin ou de près la culture, le quotidien des Français. Franchement, ça fait vraiment très bobo. Genre, on donne notre avis, on n'est pas d'accord, et on y va, et chaque semaine, il faut qu'on puisse mettre notre signature quelque part. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Ça fait encore plus monter les tensions. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, bien évidemment, c'est la base même de notre pays et de notre système politique. C'est la liberté d'expression, surtout la liberté d'expression. C'est pas juste la liberté d'exprimer une idée qui est la même que la sienne. C'est toutes les idées. Non, mais bien entendu, mais faire des tribunes toutes les semaines, et à un moment donné, ça fait monter les uns contre les autres tout le temps, et ça apporte, je trouve aujourd'hui, plus rien en débat et plus aucune originalité, quoi. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il fait une tribune. Non seulement ça n'importe rien, mais c'est une forme de fascisme. Oui, c'est interdire la liberté de penser. Enfin, on a la chance de faire partie des 3 ou 4% de pays d'habitants de ce monde où on a une liberté de penser, une liberté de parole, une liberté politique totale. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de lobbies, de groupes de pression qui, au nom de la liberté, ont une attitude qui est une attitude fasciste, qui consiste à vouloir censurer, interdire, réduire la part de liberté d'expression. On peut être d'accord ou pas avec tel ou tel, mais enfin, je rappelle aussi que la démocratie, c'est permettre à chacun de s'exprimer, y compris quand on n'est pas d'accord. Oui, mais ce terrorisme intellectuel, c'est comme ça que je voyage pas mal, qu'on est perçu ailleurs. Ah oui. C'est-à-dire on essaie d'imposer au reste du monde et dans notre société des points de vue parfois de minorité et en utilisant
ce que j'appelle la cancel culture. On élimine des gens parce qu'ils ne pensent pas bien. Dans le wokisme le plus absolu. C'est pas que sur ce sujet. On se voit ce qui se passe en Ukraine, je suis désolé. Je fais partie des quelques-uns qui, il y a 2 ans, disaient 2 ou 3 choses que maintenant deviennent des évidences, mais vous ne pouvez plus parler, en fait. C'est éliminé. Oh mon Dieu, vous n'avez pas dit que ceci est bien, ou Zelensky est parfait, que tout va très bien se passer, que tout, on va avoir le drapeau de l'OTAN qui va flotter à Moscou dans 3 semaines. Non. C'est pareil. Là, on a des gens qui sont... C'est délirant, c'est comme de la poésie. On peut remonter la liste des poètes français, de voir ceux qui sont de droite, plutôt de gauche. Et puis ça expose à quoi? Ça expose qu'un jour, demain, la tendance soit différente, et on vous dise... Mais vous, là, vous êtes un peu trop de gauche, vous aimez trop les étrangers, bon, vous ne pouvez pas être dans la biennale des poètes. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça complètement. Alors, c'est évidemment écrit en écriture inclusive. Il lui reproche, mais c'est vraiment c'est du fascisme. On lui reproche d'avoir préfacé un ouvrage de référence de l'extrême droite, Le Camp des Saints de Jean Raspail, qui n'est autre qu'une dystopie raciste sur l'immigration. En fait, il avait préparé Là-bas, au loin, si loin, en 2015, qui était paru dans la collection bouquins Jean Raspail, qui est un écrivain français. Donc, ça veut dire quoi? Mais vous savez que j'entendais ce matin que Paris Première a déprogrammé les valseuses. C'était le 40e, je crois, ou 40e anniversaire des valseuses. La chaîne a décidé de déprogrammer la diffusion du film. Si vous prenez la liste de tous ceux qui ont été lambertistes et trotskistes dans les années 60-70, qui ont dirigé après, qui ont été à Libération, au Monde, à l'Express, à la L'Obs, et qui maintenant sont censeurs, et qu'on regarde ce qu'ils écrivaient plus jeunes... Je crois que même Denis Kessler, qui a été numéro 2 du MEDEF, avait écrit un bouquin sur la révolution prolétarienne armée. Non, mais c'est... Et ça se termine par Ciel, S'-IELS, donc c'est pas s'il nous rendre la grâce, nous garderons la dignité, conclut-il. S'ils nous prennent la grâce, donc ciel, c'est l'écriture inclusive. On dit pas il et elle, on dit yel, et donc yel au pluriel. Moi, je comprends même plus. J'arrive même plus à lire. Je comprends pas ce qu'il y a. Non, mais je trouve ça assez lamentable C'est un peu en rigoler un coup. Dans l'écriture inclusive et dans la féminisation des professions, pourquoi pas, mais ils le font pas à chaque fois. Ils disent rarement les profiteurs et les profiteuses, les morts et les mortes, les fous et les folles. Si on le fait sur les ouvriers et les ouvrières et les écrivains et écrivaines, on doit le faire sur tous les mots. Et vous verrez que ça devient totalement débile et ridicule. Donc s'il y a une nouvelle règle, on l'applique à tout. On va parler de nos agriculteurs dans un instant. Ils manifestent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne. On va en parler avec vous, Jean-Baptiste Moreau. On est content de vous avoir ce matin parce que vous connaissez bien le sujet. Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, me dit qu'il y a une discussion en cours pour que notre Premier ministre, Gabriel Attal, descende dans le sud. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes toute l'équipe, mon compagnon. Chaque fois que je suis dans la voiture, je mets le contact Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, ce sont les agriculteurs. Vous êtes nombreux à me dire, mais vous n'en parlez pas assez. Et Jean-Baptiste Moreau, c'est vous. Non, mais il y a Jean-Baptiste Moreau et Jean-Philippe. Donc moi, ça fait beaucoup. Vous vouliez revenir justement sur cette mobilisation des agriculteurs. Et pour vous, c'est un coup de cœur. Oui. Moi, j'en parle beaucoup. Pratiquement à chaque fois que je suis à l'antenne, j'ai l'impression, mais effectivement, je pense que là, on est au début de quelque chose. Ça fait un moment qu'il y a une colère sourde qui est présente dans les campagnes. Enfin, moi, j'y suis très régulièrement, toutes les semaines, puisque je rentre chez moi en fin de semaine en général, et cette colère, elle est on va dire, je suis au milieu d'éleveurs, donc elle est ruminée depuis pas mal de temps, et j'ai qu'une seule peur, c'est qu'elle explose, et qu'elle explose de façon totalement anarchique. Donc j'ai eu un certain nombre de contacts avec le président de la FNSEA notamment récemment. Je pense qu'ils vont embrayer et sortir, parce qu'il y a besoin de canaliser cette colère, mais de la faire entendre aussi, parce que les pouvoirs publics doivent l'entendre. Ce sentiment un peu d'abandon, d'incompréhension, de ras-le-bol, effectivement,
des normes qui se surajoutent les unes aux autres, soit elles sont françaises, soit elles sont européennes, soit c'est des normes françaises qui se surajoutent à des normes européennes. C'est une colère contre effectivement la retaxation du GNR qui avait été négocié à l'automne dernier, voilà, et qui ne passe pas dans les campagnes parce que aujourd'hui le problème c'est qu'on leur propose de payer plus cher du gasoil pour mettre dans leur tracteur, sauf en disant voilà, il faut diminuer l'utilisation des énergies fossiles, sauf qu'ils n'ont pas d'alternative. En fait, il n'y a pas de tracteur qui fonctionne à l'électricité, il n'y a pas de tracteur qui fonctionne à d'autres énergies. Il y a les agrocarburants ou les biocarburants, mais c'est pas aussi développé que ça. Donc voilà, dire les véhicules légers, on dit faut sortir des énergies fossiles, on passe à l'électrique, ok. Sauf que les agriculteurs, ils n'ont pas cette alternative. Donc on leur dit vous allez payer plus cher, mais de toute façon vous allez continuer à l'utiliser parce que je connais pas un agriculteur qui démarre son tracteur pour faire un petit tour pour se faire plaisir, quoi. S'il démarre son tracteur, c'est qu'il en a besoin pour travailler son terrain. Donc on est vraiment dans des situations de colère et puis d'incompréhension. Puis alors les âneries qu'on entend à longueur de plateau et de médias sur l'agriculture de la part des Hugo Clément et autres clowns du genre qui se prennent pour des journalistes mais qui ne sont que des militants qui en plus sont dans une incohérence assez rare. Là vous portez il est journaliste, Hugo Clément. Ah bon je savais pas, excusez-moi. Si, il est journaliste. Bon, d'accord, mais pour moi je suis désolé, ces émissions c'est du militantisme et déguisé. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'est pas vrai? Sur l'agriculture, sa vision de l'agriculture totalement caricaturale, qui est complètement à côté de la plaque. Enfin, les agriculteurs, c'est pas des pollueurs. Ils se font depuis très longtemps très attention. Les produits phytosanitaires, quand ils les utilisent pas par plaisir, déjà parce qu'ils coûtent cher. Et donc, ils font très attention à ce qu'ils font déjà. C'est les premiers exposés au changement climatique. Donc, c'est surtout les premiers qui voudraient lutter contre le changement climatique. Sauf qu'il faut, ils sont prêts à changer. Ils ont changé déjà des dizaines de fois depuis 50 ans d'orientation. Sauf qu'il faut leur laisser le temps. Il faut un temps compatible. Et le temps de l'agriculture, c'est pas le temps des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu. C'est un temps long. Donc, il faut leur laisser le temps de s'adapter parce que sinon, ils vont disparaître. Et puis, on est dans une gigantesque hypocrisie. En plus, c'est qu'on leur impose un certain nombre de normes on va réduire la production. Le Green Deal, la stratégie européenne de Green Deal Farm to Fork, c'est une réduction de 25 à 30% de la production agricole européenne. Et pendant ce temps-là, on va compenser cette chute de production par des importations de produits qui sont produits dans le cadre d'une agriculture qui n'obéit absolument pas aux mêmes normes. C'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie totale. C'est-à-dire que pour préserver notre environnement, on va aller déporter la pollution dans les pays producteurs d'Amérique du Sud qui vont nous exporter leurs produits agricoles, produits à grand renfort de produits phytosanitaires, d'hormones pour les animaux et autres. Donc c'est une hypocrisie totale et cette incohérence et cette inconséquence à milieu du bon sens paysan, ça finit par énerver tout le monde. Donc je pense que la FNSEA va sortir, a raison, et je me suis entretenu avec le Premier ministre et le Président de la République ces derniers jours pour leur expliquer qu'il allait falloir vraiment réagir et fort. avec le ministre de l'Agriculture, vous êtes aussi, oui, pardon, avec Marc Fesneau, oui, mais beaucoup plus régulièrement. C'est important, c'est vrai qu'on n'arrive pas à l'identifier. Oui, on a du mal à l'identifier. C'est juste la réalité de qui gouverne dans ce pays. Il y a des ministres qui font des cliquettes, et puis le président qui décide. Parce que j'ai quand même eu aussi une mission. On l'entend pas beaucoup, et c'est vrai que dans un mois, enfin dans un peu plus d'un mois, il y a le salon de l'agriculture. C'est le moment en fait. C'est le moment, et qu'on n'arrive pas. Franchement, on n'a pas réussi à remplacer. On a entendu son nom il y a quelques jours pour le poste de PM. On va le entendre bientôt. Julien Normandie, qui est un ministre, il faut l'avouer, excellent au niveau de l'agriculture, très à l'écoute des agriculteurs. Marc Fesneau, honnêtement, il a du mal à imprimer. Je rappelle donc en ce moment, ce matin, un mouvement d'agriculteurs a bloqué la 64 à Carbone, en Haute-Garonne, et ensuite la RN20 en Ariège. Donc on sent qu'il y a une mobilisation qui est en train de se... C'est pour ça qu'au niveau national, il faut que le syndicat majoritaire canalise et encadre tout ça, parce que sinon ça va mal finir. Ça va finir ça risque de finir en jacquerie, et ça serait Georges, ce dont vous avez parlé, le terme, c'est l'opposition au traité de libre-échange. Parce que c'est ça, le mot, qui sont principalement imposés par l'Union européenne. Récemment, il y a eu des manifestations. Si, c'est ça, c'est un traité de libre-échange. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire une production agricole. Non, mais je sais, j'ai voté le CETA, je me suis opposé au Mercosur, donc donc le Mercosur nous prend en nez, mais là récemment on a signé, ça y est, avec la Nouvelle-Zélande, alors qu'il y a eu des manifestations, entre autres, de nos agriculteurs les apiculteurs. Ils vont se retrouver face à une concurrence déloyale, parce qu'ils ont pas les mêmes normes là-bas, ils n'ont pas les mêmes produits qui peuvent. Mais la concurrence déloyale, même sans accord de libre-échange, elle arrive quand même avec l'Amérique du Sud. On n'a pas, il y a de la production d'Amérique du Sud qui arrive. Les choses vont s'aggraver dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de plus, et là, on ne sera pas d'accord, déjà pas la dernière fois. C'est les bénéfices du business agroalimentaire sur les agriculteurs.
dont les revenus ne sont pas dignes. Oui, 80% des agriculteurs ont un niveau de vie qui ne permet pas de vivre dignement de son travail, alors que ce sont parmi les gens qui travaillent le plus dans notre pays. Vous en savez quelque chose. Il me semble que vous avez été éleveur. Les éleveurs, c'est le pire. Avec un endettement délirant, c'est 250 000 euros d'endettement par exploitation, 450 000 chez vous, les éleveurs. Ils sont exsangues et ils sont vieux. Jean-Philippe, 51 ans l'âge moyen. 50% partent à la retraite dans les Moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Jean-Baptiste Moreau. Je crois que le problème de fond, on est sur une profession qui est en très grande souffrance depuis maintenant déjà quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, avec un sentiment de dépréciation de la profession. Il y a eu un agribashing très très fort il y a 5-6 ans de cela. Ça s'est un peu calmé, mais y compris une forme d'attaque médiatique permanente. Alors vous citiez un ou deux noms, mais c'est vrai que c'est des choses qui ont impacté de manière extrêmement forte la profession. Et le sujet qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on souhaite encore garder une agriculture dans ce pays ? Est-ce qu'on considère, on nous a rebassiné après la Covid sur la question de la réindustrialisation, est-ce qu'on va se retrouver dans 5 ans ou 10 ans être obligé de recréer une agriculture ? On a une pyramide des âges qui est extrêmement mauvaise. Si on prend une région comme l'Île-de-France, alors qui est plus céréalière par rapport à d'autres régions qui vont être plus sur des questions d'élevage, mais sur l'Île-de-France, c'est quasiment la moitié de la profession qui est en retraite à 10 ans. On a aujourd'hui un problème de reprise d'activité, de transmission d'activité. Transmission avec des coûts de transmission qui sont délirants aussi, avec des coûts qui sont fous, avec une invisibilité sur la capacité à se projeter sur des recettes garanties, parce que quand vous démarrez une activité à 20, 25, 30 ans, c'est aussi un plan, un business plan à tenir, et c'est des choses qui sont de plus en plus difficiles. Pour le coup, le dérèglement climatique vient l'aggraver. Et est-ce qu'on est capable, dans ce pays, de considérer que l'agriculture est encore une priorité? Si on veut avoir une indépendance nationale, si on veut avoir une capacité à nourrir notre pays, c'est aussi de préserver cette filière. Non, mais j'en parle en connaissance de cause, parce que je suis en train effectivement pour des raisons personnelles et que je ne souhaite pas forcément développer, mais je suis en train de passer la main sur mon exploitation à mon ancien salarié que j'ai installé avec moi il y a 1 an et demi, qui est un jeune d'une trentaine d'années, et je peux vous dire que les coûts de la transmission, ça va bien parce que moi je vais étaler le truc et que je suis d'accord pour le faire, mais le coût de la transmission d'une exploitation agricole aujourd'hui en France rend impossible la transmission à quelqu'un qui viendrait en dehors du cadre agricole, et même au sein un fils d'agriculteur aujourd'hui avec ses frères et sœurs, s'il a 3 ou 4 frères et sœurs, il est dans la capacité totale de reprendre une exploitation agricole qui tourne aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'il va reprendre une partie, mais la totalité vu la taille et la structure des exploitations aujourd'hui et le fonctionnement des sociétés, du type juridique de société qu'on a, la plupart des exploitations aujourd'hui vont devenir totalement intransmissibles, donc on va avoir un gros sujet. Vous savez que sur une région comme l'Île-de-France, chaque année, les terres agricoles qui sont perdues, elles le sont principalement par des terres qui redeviennent des friches, qui ne sont plus exploitées devant l'extension urbaine. C'est-à-dire que bien souvent, on parle aujourd'hui du ZAN, de la non-artificialisation. La principale des prises agricoles, c'est des terres qui restent naturelles mais ne sont plus exploitées. C'est pas l'extension de la ville. Enfin, c'est le sujet aujourd'hui. C'est celui-là. C'est la reprise de la production. Sur 100 € de course au supermarché, combien reviennent nos agriculteurs ? Très peu. 6,5 €. Ouais, non, mais c'est 6,5 €. Mais c'est pas l'industrie agroalimentaire. Enfin, pas toute, une partie. Il y en a une partie. Il y a une partie, je suis d'accord. Mais l'autre information que je voulais donner, parce que là, c'est frappant. 100 €, 6,5 pour celui qui fait la nourriture. C'est scandaleux. Il y en a d'autres qui se prennent des marges un peu meilleures là-dessus. Et notamment les chantres de la défense du pouvoir d'achat. Et il y a toute, évidemment. Et il y a toute une partie. Soi-disant. Ils préservent surtout leur pouvoir d'achat. Mais il y a toute une partie aussi des agriculteurs qui ne contrôlent pas leurs factures. Ils ne maîtrisent pas leurs factures. Imaginez, vous êtes plombier ou prof de maths, vous faites une facture, à la fin on vous dit en fait, on s'était mis d'accord sur 30 € de l'heure, je vous paye 18. Non, mais c'est ça la réalité du monde agricole. On a essayé de changer un peu les choses avec Egalim, mais ça change pas pour c'est imparfait, effectivement. Ah oui. Allez, on se retrouve dans un instant. Juste un mot quand même pour savoir, si ça vous dites il faut prendre la mesure des choses maintenant, mais est-ce que c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur et une forte mobilisation? On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
À partir de lundi, Sud Radio vous offre votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope avec une nuit d'hôtel et les petits déjeuners. Vous découvrirez Chasseur de tornades, élu meilleure attraction au monde. Préparez-vous à être happé par une tornade époustouflante, mais aussi Objectif Mars, le premier roller coaster du Futuroscope. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Écoutez le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et gagnez votre séjour au Futuroscope avec Sud Radio. Sous le vélo. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on parle de nos agriculteurs ce matin. Juste, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que le politique peut écouter et entendre les agriculteurs? Encore une fois, Christine Bouillot, qui est à Toulouse, me disait que il était question que le Premier ministre descende. Vous pensez qu'il doit descendre? Je vous demande pas si vous savez s'il descend ou pas. Je vous dirai pas ce qu'on s'est dit ce matin, mais oui, je pense qu'il faut le faire et il va le faire. Je veux dire, Gabriel est quelqu'un de courageux, donc j'ai aucun doute qu'il va aller. Alors il faut assurer quand même les conditions de sécurité, pas faire n'importe quoi non plus, mais je suis à peu près sûr qu'il va y aller. Le truc, c'est que oui, il faut écouter et entendre. Il faut surtout proposer des solutions au bout, quoi. Et c'est là que ça va être compliqué parce que les revendications, elles sont très diverses et très multiples. Donc il va pas pouvoir tout apporter d'un coup et tout solutionner en claquant des doigts. Sinon, ça serait ça serait déjà fait. D'ailleurs. Parce que c'est pas la même chose qu'en Allemagne. Hein. Les revendications sont pas les mêmes. Il y en a certaines qui sont les mêmes. Il y en a certains qui sont les mêmes sur la surnormation, sur le prix du GNR, c'est à peu près les mêmes. Et contre l'écologie dogmatique et politique aussi, parce que en Allemagne, ce qu'ils visent, c'est essayer de renverser le gouvernement, parce qu'ils ont un ministre de l'Agriculture qui est un vert, qui fait partie du parti des Verts allemands, des Grüne, et dont ils sont pas du tout contents. Donc leur but aussi, c'est de renverser un peu la coalition au gouvernement aujourd'hui de Scholz, qui est assez représentative de ce que pourrait faire l'écologie politique en France aussi, quoi. Donc voilà, et c'est là-dessus aussi qu'ils sont remontés un peu violemment. Donc sur le plan Ecophyto qui vise à diminuer de 50% l'usage des produits phytosanitaires en 2030, sans aucune étude d'impact sur qu'est-ce que ça va donner au niveau de la quantité de produite au bout. Voilà, c'est tout ça qui les met en colère. Donc il va falloir apporter quelques réponses un peu concrètes parce que sinon ça va pas. L'écoute ne va pas suffire, on va dire. Bon. Non mais et au-delà de ça, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les conditions de travail, les salaires. Chaque année, à l'approche du salon de l'agriculture, on répète les mêmes choses. Oui. Et puis les conditions de travail, parce que c'est aussi l'une des professions où vous avez, il faut le dire aussi, le plus de suicides. Oui. Le plus de suicides, on en parle très peu. Donc je pense que chaque année on repousse le problème. 2 par jour. 2 par jour. 2 par jour, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et chaque année, on repousse le problème en disant on verra, on va vous proposer des solutions, on va apporter des solutions concrètes à vos problèmes. Chaque année, on revient avec des déambulations superbes du président de la République qui reste 8 heures ou 9 heures, 10 heures dans les allées du salon de l'agriculture. Mais c'est bien que le PM, le Premier ministre, descende dans le sud de la France, à Toulouse, c'est super. Mais je pense que là aujourd'hui, ça devient un problème national. Oui. On entend le président qui se saisit de tous les sujets, sauf de ce sujet-là. Si, c'est faux parce que c'est quasiment la première dans sa conférence de presse, c'est l'agriculture, c'est une des premières choses dont il a parlé, au contraire. Oui, donc, mais maintenant ça fait 6 ans qu'il est là. J'étais à ses côtés, on a fait des choses, les lois Egalim, on en a fait 3. C'est pas, alors que ça aille pas laisser loin et que ça aille pas au bout. Ok, je peux l'entendre, mais dire qu'on n'a rien fait, non, ça c'est pas vrai. On a fait des choses. Je dis pas que vous avez rien fait, et on s'en est parlé du sujet, mais on n'a pas résolu les problèmes parce que c'est des problèmes qui sont ancrés depuis des dizaines d'années et qui sont excessivement compliqués et qui ont des répercussions aussi au niveau européen, qui sont pas que franco-françaises. Donc et là-dessus, encore une fois, s'il n'y a pas de politique protectionniste, c'est mort. Les États-Unis ont des politiques protectionnistes et ils défendent nos agriculteurs. Sinon, ils seraient morts. Moi, j'avais fait adopter dans Egalim un article qui interdisait la circulation et la vente de produits qui ne correspondaient pas aux normes de production françaises et européennes. Bon, le problème, c'est faire voter des lois, c'est bien, mais après, il faut les faire appliquer. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens qui sont déclenchés pour aller faire les contrôles. Parce que si c'est écrit, mais que personne ne contrôle, c'est comme si c'était pas écrit, quoi. Donc, on a un problème d'application de la loi dans nos pays. On légifère beaucoup trop et on applique pas suffisamment. Et puis on surnorme. Absolument. On va parler de notre sondage, donc la réaction des Français à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Alors, on leur a posé la question, l'IFOP leur a posé la question. Ils sont 40% à avoir regardé en entier, des personnes interrogées,
le discours, enfin la conférence de presse du président de la République. Oui, l'avez-vous regardé ? Non, 60%. Oui, 40%. Après, sur les traits de caractère, les traits d'image, l'avez-vous trouvé clair et compréhensible ? 72% répondent oui. Ça change pas tellement, hein. Globalement, les Français le trouvaient déjà assez clair, faisant preuve d'autorité 67%, à la hauteur des enjeux 53%, convaincant 46%. C'est pas si mal que ça par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Même nous hier qui avons fait une émission depuis 2 jours assez dure à l'égard du président de la République. Qu'est-ce que ça vous fait ? Et c'est vrai que le lancement d'opération Place Nette contre le trafic de drogue est ce qui fait le plus réagir les Français et ils sont le plus favorables. Hein. Il faut être honnête, c'est assez fidèle à son image. Emmanuel Macron, dans ce genre d'exercice, il excelle. Je veux dire, quand il est face aux journalistes, on a voulu monter des polémiques comme quoi il aurait eu les questions, ce qui n'est absolument pas vrai. Hein. Il n'a pas eu les questions avant. En tout cas, il n'y a pas eu d'arrangement entre journalistes et président de la République pour qu'il ait les questions. Ça, c'est faux, déjà, pour commencer, il faut le dire. Premièrement. Et deuxièmement, dans ce genre d'exercice, conférence de presse, vous venez de donner les chiffres qui sont sensiblement les mêmes quand les enquêtes passent les unes derrière les autres, parce que le président de la République, pour s'exprimer, pour répondre aux questions des journalistes qu'il a devant lui, il sait dire ce que les gens veulent entendre. Alors de façon... La maîtrise des dossiers, surtout. Voilà. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il maîtrise énormément, ça c'est évident, il maîtrise ses dossiers complètement, sur d'ailleurs l'ensemble des dossiers, et puis surtout, il arrive à être très endurant, c'est-à-dire que ça dure longtemps. Ah oui, mais il aurait 2h30, et il arrive à répondre aux questions et à échanger, à laisser, entre guillemets, le journaliste définir sa pensée et après aller le contrecarrer. Et puis surtout, là où c'était intéressant mardi soir, c'était sur le fait qu'il y avait quand même une attente de la part des Français, alors qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, sur ce nouveau gouvernement qui n'est pas incroyablement fou en termes de changement, mais il a quand même fait un coup politique avec Rachida Dati et il n'a pas évité le sujet. Là où on pensait qu'il pourrait l'éviter, il l'a pas évité et il y a été. Il évite rarement les sujets. Alors, mon amitié avec le président de la République me rend assez difficile l'objectivité, mais oui, effectivement, c'est les types d'exercices où il est très bon. Il rentre dans l'intimité de ce sujet et il recule jamais devant une question. Enfin, je l'ai accompagné effectivement au centre d'agriculture pendant plusieurs années, comme vous l'avez dit, et enfin voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et ça a été parfois chaud, mais il a jamais reculé pour aller répondre à quelqu'un qui l'interpellait, même de façon véhémente. Hein. C'est pas le genre de la maison, on va dire. Et sur les sujets, oui, il les maîtrise à fond. Alors peut-être que ce qui manquait un peu, c'est un peu justement, mais c'est le style de la conférence de presse, un peu de hauteur de vue et de vision à moyen et long terme. C'est peut-être un peu ça qu'on peut reprocher, parce que c'était beaucoup de mesures, mais d'immédiateté, quoi. Dont certaines déjà appliquées, sur la Marseillaise ou des choses comme ça. Oui, ou expérimentées, mais oui, c'est des redites, et sur des choses qui n'ont peut-être pas été non plus, qui ont été annoncées et qui ne sont pas en vigueur. Moi, j'attends le reportage de ceux qui vont aller dans les écoles vérifier que la loi sur la burqa a bien été appliquée. Jean-Philippe Dugouin-Clément. C'est un exercice où il est bon. Parce qu'effectivement, il connaît ses dossiers, il est bon devant le média, il est bon en exercice de B2B, d'échange avec quelqu'un en face. Après, un peu long. La réalité, quand on prend le sondage, c'est qu'il n'y a que 13% des gens qui ont regardé toute l'émission. C'est vrai. Et 2h30, quand on n'est pas un professionnel des choses, il faut quand même s'accrocher. Et je pense qu'il aurait gagné à faire un format plus court, mais c'est aussi le personnage. Enfin, ça a été des grands débats, 6h, 7h dessus, et c'est parfois cette tendance à en faire presque un petit peu trop qui dilue le message ou les choses. Après, la réalité, c'est que quand on sort de l'exercice de la conférence de presse, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes pour l'agriculture. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été mises, très bien, à faire des opérations place nette. Comment on le fait ? C'est quoi le sujet derrière ? Comment on fait ? Très bien, on veut recréer une politique en faveur de la natalité dans ce pays, ce qui est un problème quand on parle des retraites. Toute la pyramide des retraites et l'assurance des retraites, c'est est-ce qu'on a encore un pays avec un peu de natalité ou pas, si on va tenir le système ? Comment on fait ? C'est quoi le sujet pour le faire ? Et ce qui peut être parfois un peu frustrant, c'est différents niveaux d'échelle. Quand on parle d'un côté de la politique de natalité, puis de l'autre on rentre sur le théâtre au collège. Donc on est sur des choses qui sont à un niveau très élevé et d'autres qui sont beaucoup plus terre à terre. Et puis surtout derrière, au-delà du diagnostic, au-delà de l'envie ou de l'analyse, c'est
qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça, c'est la question de la crédibilité de la parole publique, c'est la question de la confiance qui peut revenir ou pas, et ça sera la question de ce qui sera fait par ce gouvernement dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, absolument. Effectivement, juste une précision sur les questions. C'est encore une grande enquête d'arrêt sur image qui dit les questions étaient connues à l'avance et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui démentent. Un journaliste de l'AFP dit je n'ai absolument pas soumis ma question. Enfin, ils sont nombreux à dire. Les journalistes, ils sont pas mal arrêtés sur image. Oui, dans le genre. Dans le genre pas du tout objectif et pas du tout journaliste. Mais je vous dirais, c'est pas un concours d'entrée à l'école normale supérieure ou à l'ENA. Quand bien même il aurait eu les questions à l'avance. La question est quelle est la politique que va mener le gouvernement. Quelles sont les réponses? C'est fou, en fait. Mais quelle importance? L'idée, c'est quoi? C'est de mettre le président. Ah, j'avais pas pensé à cette question, c'est ballot. Mais non, c'est qu'il donne. Le problème n'est pas qu'il soit formé avant des questions, c'est les réponses qu'il donne. Bien sûr. Là, vous avez dit. Le problème, c'est quelle action va être menée. Et ce sera walou, rien du tout. C'est un gouvernement de communication. Attal a été parfaitement choisi pour ça. C'est un excellent porte-parole. Il sera un excellent porte-parole. D'ailleurs, il lui a piqué l'herbe sous le pied, parce qu'il fallait couper l'herbe sous le pied, parce que normalement, toutes ces annonces, c'est le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Encore une fois, on voit qu'il gouverne réellement et à quoi sert le c'est le quinquennat, mais un peu exagéré. C'est la structure du quinquennat. Et puis, pendant tout ce débat, et ça a plu aux Français, Macron s'est posé comme étant souverain. Il s'est posé comme l'autorité politique, comme s'il avait le pouvoir. Mais il n'a pas. Le problème, c'est que, et ça, il n'en a pas parlé, aucun journaliste n'a posé la question. C'est passé dans un silence médiatique délirant. Il y a un mois, il y a eu la résolution numéro 1357, c'est facile, allez voir sur l'Assemblée nationale, votée par, bien sûr, le parti du gouvernement, LR, le PS, et quasiment tout le monde à part l'AFI et le Rassemblement national et Nicolas Dupont-Aignan, qui est l'acceptation de la proposition du Parlement européen qu'il n'y ait plus de veto des États aux décisions de la Commission européenne. C'est-à-dire c'est la fin de toute souveraineté. Or, le problème, c'est qu'il n'a pas la souveraineté. Et l'année 2024, avec l'élection européenne, ce sera l'année de est-ce qu'on garde ou pas ce veto, qui est le dernier outil de pouvoir qu'on ait, et si on le perd. Or, M. Emmanuel Macron veut construire la souveraineté européenne, ne s'oppose absolument pas à l'arrêt, plutôt, non seulement ne s'oppose pas, il l'a demandé avec l'Allemagne qu'il n'y ait plus ce veto, et il va faire quoi? Rien. La plupart des mesures qu'il propose ne peuvent pas être faites en l'état des traités européens. On continue de débattre avec vous sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Saint-Gabriel Attal vient ici pour sauver la République macronienne de tous ses ennemis, de tous ses brancos et de tous ces gens. Comme on n'a plus rien à dire en politique, on se met à parler mystique. Ça passe, vous voyez, ça glisse comme ça. Glissez mortel, n'appuyez pas. C'est l'ange Gabriel. Il est venu, il a vu. Est-ce qu'il a vaincu? Sud Radio. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Plusieurs sujets. Un mot peut-être sur le complément d'enquête sur Jordan Bardella qui a fait pas mal réagir. Déjà, effectivement, un complément d'enquête sur un chef de parti qui est donné candidat, enfin qui est candidat et comme favori avec un grand nombre de voix dans les sondages, ça interroge. Est-ce qu'il va y avoir d'autres portraits comme celui-là? Là aussi, on parlait de gens qui démentent, ceux qui l'ont balancé à visage découvert se sont rétractés. Service public en opération commandée, je ne sais pas si vous avez un mot. En opération commandée, je pense pas. Je pense qu'ils sont capables de s'auto-commander tout seuls. Et je pense que le gouvernement et la majorité n'est pas épargnée non plus par les compléments d'enquête et autres, les missions du genre qui les défoncent sur le service public. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu Sandrine Rousseau. Il y a eu Sophia Chikirou, mais il n'y a pas de ténor de la majorité qui a été... Pas encore, mais je sais qu'il y en a en préparation. Il y a Éric Dupond-Moretti. Et il y en aura d'autres dans les mois qui viennent, j'en suis à peu près sûr. Donc voilà, après les journalistes font ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas leur liberté, il n'y a pas de sujet.
Après, moi, le fait que Jordan Bardella bosse pas à Strasbourg, c'est marrant parce que je l'ai croisé avant-hier. Enfin, on a discuté même avant-hier justement sur la NGT, parce qu'il était à Strasbourg. Ils essayent de monter justement les extrêmes droites européennes, la colère des paysans par rapport au sujet dont on évoquait tout à l'heure. Mais c'est vrai que dire que Bardella bosse pas à Bruxelles ou à Strasbourg, oui, on le sait, mais je suis pas sûr que ça a changé d'avis un seul électeur du Rassemblement national. De fait qu'il ait posé 21 amendements, c'est d'ailleurs ce qui m'agace dans certains arguments politiques que sont développés notamment par la majorité, d'expliquer que voilà, il faut pas revoter pour Bardella parce qu'il a posé 21 amendements. Les Français ils s'en cognent que Bardella ait posé 21 amendements, ils votent pour Bardella parce que pour ce qu'il défend, et c'est pas le fait de dire qu'il a rien foutu au Parlement qui va changer quoi que ce soit dans le vote des Français. Et visiblement, il y a eu l'effet inverse quand on regarde un peu. Les réseaux sont un baromètre peu fiable, mais des gens qui disaient moi je voterai pour lui, etc. Non, ça changera strictement rien. Vous imaginez quelqu'un qui est... Non, la réalité de Bardella, c'est quelqu'un qui fait de la politique, qui surfe sur une vague, qui ne bénéficie même pas de ce qu'il propose lui, mais des carences de ce qui n'est pas proposé ou pas fait par les autres. Pour moi, c'est quelque chose à rebours. Pour ça que le fait de l'attaquer sur tel ou tel point, ça sert à rien. Après que le type ne bosse pas, c'est pas nouveau. Il bosse pas au Parlement européen. Il est conseiller régional fantôme en Île-de-France. On ne le voit jamais. Alors, il siège, très bien, il a le titre, il a les 2000 balles par mois, mais il n'y fout jamais les pieds. J'ai siégé pendant 5 ans aux côtés de Marine Le Pen, on la voyait jamais. Elle était là une demi-journée par semaine. Sur un vote qui est un vote de colère, un vote de rejet, c'est pas quelque chose qui rentre dans le paramètre du vote. Et c'est quelqu'un qui fait de la politique nationale, qui n'exerce pas ses mandats. En même temps, quand vous êtes dans des logiques d'opposition ou de destruction, vous ne créez pas, vous ne faites que des prises de parole. Et ce type d'émission, je pense qu'effectivement, ça n'a aucun effet sur des intentions de vote positives ou négatives. Les gens qui votent aujourd'hui Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est un rejet des autres, c'est une colère, c'est l'impression que les choses ne vont pas. Ça change pas. Que le type bosse ou pas, il s'en fiche. Oui, enfin, on ne peut pas lui enlever non plus le fait que c'est un homme politique. Aujourd'hui, Jordan Bardella qui a progressé, qui est audible dans la société française, qui, alors d'une certaine façon, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais identifie des problèmes et en parle. Ça, on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Il est très audible. Ils sont très bons dans les constats. Ils sont juste mauvais dans les solutions. Oui, mais ça, vous avez raison. C'est toujours beaucoup plus facile. Je suis d'accord avec vous d'être dans les oppositions que d'être dans ceux qui font et qui sont au pouvoir. Maintenant, faudrait avoir l'audience qu'il a fait hier, parce que ça donnerait aussi beaucoup d'intérêt à savoir si les gens ont eu envie de regarder ou pas. Et vous savez, il n'y a jamais de mauvaise publicité, à mon sens. Jamais. Donc je pense que le fait qu'on ait parlé en bien ou en mal dans ce complément d'enquête, ça servira toujours à un moment donné. D'ailleurs, il en a fait une com hier sur les réseaux sociaux où il était là avec ses pop-corn en attendant de regarder le complément d'enquête qui lui était consacré. Il est politiquement, chacun jugera à la hauteur ou pas. En tout cas, au niveau de la communication, il faut avouer qu'il est irréprochable. C'était la phrase de Dali, peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi. Exactement. Et on continue à parler de lui. Oui, absolument. Je suis en train de regarder les scores. Il a fait 1 536 000, 12% de part de marché. C'est beaucoup, à savoir qu'il avait été, que l'émission était avancée par rapport à d'habitude, puisque le doc sur Mbappé, donc on dit Mbappé, oui, il a bien précisé hier, on dit Mbappé, parce qu'il n'y a pas d'apostrophe, donc on ne dit pas Mbappé, on dit Mbappé. Il y avait une super locomotive. Qui a très bien marché, qui a fait plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc oui, 1 500 000 et 12%, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on peut parler aussi de Rachida Dati. Hier, première sortie avec le président de la République. Elle a été accueillie en rockstar, en Seine-Saint-Denis. On a vu des échanges avec des jeunes, une en particulier qui dit « Vous êtes un modèle pour moi ». Une icône. C'est une icône. C'est un bon coup politique. Vous êtes centriste, Jean-Philippe Dugoin-Clément, mais c'est un coup de tonnerre quand même. Médiatiquement, c'est un bon coup. Médiatiquement, après... Concrètement, je pense que si on est beaucoup plus terre à terre, ça va durcir les discussions avec LR à l'Assemblée nationale, où c'est un nouveau débauchage et donc ça va rendre encore plus compliqué les équations majoritaires. Ça contribue à fracturer la maison commune avec Édouard Philippe et les philippistes qui le prennent extrêmement mal. Attal, dans un premier temps, c'est pas bon pour Édouard Philippe. Rachida Dati, ça vient empiéter chez Bournazel. D'ailleurs, le lendemain de sa nomination au ministère, elle explique sur France Info qu'elle est candidate à la mairie de Paris. Donc je pense que c'est un bon coup médiatique d'occupation de terrain. C'est un bon coup pour aller chercher une quote-part d'électorat de droite qui se reconnaît plus forcément dans LR, qui se radicalise à l'approche des élections européennes. Dans une logique de PAC de majorité, je pense que ça peut être un peu plus compliqué à gérer dans la durée. Ouais.
Ça fait un ministre mis en examen en plus dans le mais mise en examen, présomption d'innocence. Mais la preuve, Olivier Dussopt a été blanchi, parce que personne n'en a parlé. Plusieurs n'ont pas été blanchis. Puis d'autres ont été blanchis un peu en dépaysant leurs affaires ailleurs où ça devait être jugé. Donc bon, c'est pas extraordinaire, je pense, pour le gouvernement, mais ça renvoie à la question précédente. Si, à moins d'avoir un dirigeant du Front National qui arrache les ongles d'un chat à pince à épiler, tout le reste passera comme de l'eau sur de l'huile. Ça n'a aucun effet. Par contre, je sais pas, à part le coup médiatique, encore une fois, bravo, c'est de la com, beaucoup médiatique avec Madame Dati, peut-être qu'il se place pour prendre la mairie de Paris, puis de toute façon elle pourra retourner sa veste à nouveau si d'autres prennent le pouvoir. Ce sera pas la première fois que, comme dit la chanson. C'est un beau coup médiatique, mais par contre, il faut quand même reconnaître qu'elle a de l'expérience politique. C'est pas un coup médiatique. Je pense même, moi, je trouve avec le recul que on entend ici et là qu'elle aurait voulu plus. Ça aurait pu être un coup politique encore plus fort. Si vous lui donniez un ministère, elle voulait un ministère régalien. Si vous lui donniez un ministère régalien ou l'éducation nationale, c'était encore plus fort. Non, c'est un coup, effectivement, vous avez raison, médiatique, mais c'est aussi un coup politique. Parce que vous prenez quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà été ministre, et qui a une audience nationale qu'on connaît. Là où c'est un coup de com', c'est que toute cette séquence du débat présidentiel, Rachida Dati, c'est comme si on était en campagne électorale et qu'on a un discours d'un candidat ou de quelqu'un qui vient d'être élu. Ça fait 6 ans et demi qu'il est élu. Visiblement, il a un peu de mal à mettre en œuvre les politiques qu'il préconise lui-même, qu'il a préconisé lui-même il y a quelques jours. Quand même, des choses ont été faites depuis 2017. On peut pas dire, faut pas caricaturer non plus. C'est lui-même qui s'est caricaturé. Il avait l'air de présenter un pays qui ne gouvernait pas. Donc, si, mais où il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est une certitude. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais des choses ont été faites et il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. En tout cas, Dati, elle a la cote. Même Mélenchon s'en est servi. Elle est venue à l'université d'été, elle a été accueillie. C'est vrai qu'elle a fait la fête de l'humanité, tout ça. Et puis elle est marrante. Je veux dire, dans un monde politique qui est totalement aseptisé, où l'un des reproches qui a été fait au gouvernement précédent d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir des ministres passe-muraille qui n'impactent pas. Là, vous avez une personnalité médiatique, c'est une puncheuse, c'est une bonne cliente, et effectivement, ça donne de la capacité à être audible, à être visible. Après, le problème, ça va être de gérer ça dans un collectif. Gérer dans un collectif Rachida Dati, c'est compliqué, je pense. C'est toujours compliqué. Mais après, c'est aussi avoir des personnes qui soient capables d'incarner. Ça a été un des défauts, une des carences des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, encore plus depuis sa réélection. Bon, on verra ce que ça donne. Et la séquence de sortie avec le président est dangereuse parce qu'elle marque la continuation de la communautarisation de la vie politique, et le fait qu'il ait piqué Rachida Dati qui fasse ce genre de tournée, c'est une mauvaise nouvelle pour Mélenchon qui peut s'arroger le vote à mode communautaire. Même si ça, je ne sais pas quel sens ça, mais voilà, c'est bien joué de la part du président. À suivre. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. À lundi. Sud Radio. Parlons vrai.